Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Digital Office France pour ce nouveau webinaire. Qui se veut didactique aujourd'hui. Nous allons nous poser la question suivante. Quelle approche choisir pour modéliser vos processus métiers? Donc je suis Aymeric Martin, je suis consultant senior chez Hello Digital Office et aujourd'hui, je suis accompagné de Thierry Georges, directeur de l'entité ECM de Coexia. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Voilà, on va bien sûr juste présenter très rapidement nos sociétés juste après, plus pour que vous sachiez un petit peu effectivement, entre guillemets, d'où on parle. Néanmoins, le point de départ de ce webinaire, c'est effectivement l'idée, c'est de clarifier les notions qui gravitent autour eh bien, des processus d'entreprise, du workflow. Donc, effectivement, on nous interroge parfois sur est-ce que vous faites du workflow, du case management, du BPM. Donc, on avait envie effectivement d'expliquer ceci. On va adresser ces différents points graduellement et se demander effectivement comment et avec quel outil modéliser un processus d'entreprise. Donc, on est ensemble pour environ, je pense, 30 minutes. Euh, Présentation et puis en fin de session, une session de questions-réponses. Donc avec Thierry, on répondra à vos questions, on prendra les questions, disons, les plus représentatives. Ça sera bien sûr dans la limite du temps imparti, mais soyez assurés que si on ne répond pas personnellement à votre question, on y répondra par écrit par la suite. Voilà, on va pouvoir se lancer dans le contenu même de la présentation. Avec l'agenda qui est le suivant, donc l'introduction, j'en ai parlé, on va se poser la question, bien sûr, planter le contexte, planter les notions donc de processus métier. On va donc y apporter des définitions, voir les différentes caractéristiques, et puis des exemples qui vont nous aider par la suite, effectivement, à se projeter, à voir des cas d'usage et des cas concrets. Et on se posera la question, effectivement, comment adresser ces cas via eh bien, des solutions logicielles. On verra donc comment les processus outillés peuvent donc se refléter et quelles sont les différentes typologies. Ensuite, on fera une conclusion et donc la séance de questions-réponses promise. Alors, je vais commencer effectivement sur la partie donc Hello Digital Office. Donc, nous sommes un éditeur d'une solution de GED Workflow. Alors, on dit soit GED Workflow, on dit plus communément maintenant ECM, Enterprise Content Management. Effectivement, l'idée, c'est de proposer aux entreprises une plateforme vers laquelle faire converger tous leurs documents, la plupart de leurs processus. Donc, ça peut être des processus totalement personnalisés ou bien des processus identifiés autour de besoins d'entreprises classiques tels que le traitement de factures, la gestion des contrats, les dossiers RH, etc. Voilà, donc ici, Hello vous parle en tant qu'éditeur d'une solution de GED Workflow. Thierry, je te laisse te présenter et présenter Coexia. Oui, merci Aymeric. Donc Coexa, nous sommes une société de services informatiques, donc créée en 2000. Nous sommes également intégrateurs de solutions, donc avec nos partenaires éditeurs comme Hello Digital. Nous sommes présents sur 5 sites, donc Paris, Lyon, Rennes, Brest et Lille. Et nous sommes organisés en centres d'expertise, donc comme les systèmes d'information géographique par exemple, les thématiques de gestion relations clients. Et puis, bien entendu, également la partie gestion de contenu d'entreprise, donc ECM, qu'évoquait Aymeric et qui sera l'objet de nos échanges de ce matin. Et je dirige cette activité ECM au sein de Coexia. Voilà, donc vous avez autour de la table eh bien, un éditeur qui propose des solutions et un intégrateur qui a, disons, l'expertise, qui a le contact vraiment client et qui a surtout cette expérience-là qui est eh bien, riche et intéressante. Alors, allons-y sur la notion de processus métier. Alors, ça va être une slide un petit peu scolaire, on va dire, puisqu'on va ensemble définir un processus métier qui est donc un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui contribuent aux finalités des affaires d'une organisation. Voilà, ça, c'est juste pour se mettre d'accord pour effectivement planter le décor. Vous savez bien, vous êtes en entreprise, vous savez bien sûr ce que c'est qu'un processus.
Maintenant, comment décrire un processus? Eh bien, c'est simple, il y a la notion de workflow. Le workflow va vous permettre de modéliser ce processus, ce circuit de traitement, par un enchaînement de tâches. Ces tâches sont effectivement à répartir entre différents acteurs avec des caractéristiques telles que les délais, les contrôles et les modes de validation. Et bien sûr, l'idée, c'est que chacun sache eh bien, ce qu'il a à faire. Donc, ce workflow va nous permettre de décrire un processus. Ensuite, se pose la question de le transposer et de le modéliser dans une suite logicielle. Et pourquoi donc ferait-on ça? C'est parce qu'effectivement, si on veut réaliser ceci, le workflow permet donc de standardiser les processus et d'automatiser l'enchaînement des activités pour gagner les buts en efficacité et bien sûr améliorer son suivi et garantir la traçabilité. C'est vraiment les trois notions importantes. On parle souvent de automatisation des processus. Il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain derrière. Ça veut dire que l'enchaînement des étapes est automatisé. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Même si bien sûr on sait assister donc les interactions humaines, mais on va vraiment viser à automatiser l'enchaînement des activités et non pas les activités en tant que telles. Alors, comment effectivement comprendre, décrire un processus? On va déjà se poser la question de les processus d'entreprise, donc de les analyser. Alors, se poser la question d'un processus, ça va être qu'est-ce qui déclenche mon processus? Est-ce que c'est l'arrivée d'un document? Est-ce que c'est un appel entrant? Est-ce que c'est donc une étape, un jalon temporel? Donc ça, c'est la question des déclencheurs. Ensuite, quelles sont les finalités? Euh, dans quel but et pourquoi, in fine, je réalise ce processus? Est-ce que c'est je souhaite effectivement facturer, mon client, ou à l'inverse, voilà, payer, un fournisseur? Ou est-ce que, je cherche effectivement à établir une relation contractuelle avec un tiers? Ensuite, on va se poser la question des acteurs et des rôles. Donc qui intervient dans mon processus et quel est vraiment son rôle? De là vont découler les différentes étapes. Donc pour réfléchir à ça, hein, il faut, voilà, un papier, un crayon ou un paperboard et puis, eh bien commencer à tracer, son petit, schéma. On va se poser la question de: «Est-ce que mon processus porte sur de la donnée pure?» Sur peut-être que c'est un document, ou est-ce que c'est un ensemble de documents? Et est-ce que peut-être d'ailleurs ces documents, cet ensemble documentaire ou ces données vont être enrichis, au cours du processus? Ensuite, eh bien, il y aura nécessairement, enfin, ou potentiellement, on va dire, des règles métiers. Est-ce que c'est un processus simple qui est vraiment linéaire? Est-ce qu'il y a des embranchements à l'initiative peut-être des utilisateurs ou des utilisatrices ou bien en fonction, de données, d'informations, de variables? Et puis enfin, se poser la question: qu'est-ce qui marque la conclusion? C'est-à-dire qu'est-ce qui conclut, mon processus? Ça vous permet donc de décrire votre processus et puis, tant que vous êtes là, peut-être que, ne serait-ce qu'en passant en revue ceci, vous allez identifier des axes d'amélioration. Peut-être pour illustrer cette notion de workflow, pour faire le parallèle avec le cheminement d'un dossier papier dans certaines administrations, dans certaines grandes entreprises. Donc ce dossier papier va circuler entre différents services, différents bureaux, différents étages. Et l'idée, il peut y avoir aussi également des allers-retours entre ces bureaux, il peut y avoir des demandes de compléments. Et cette circulation du dossier papier va être modélisée et numérisée donc au sein des outils de workflow, des outils BPM. Et le fait de digitaliser ces événements et cette circulation va permettre effectivement d'avoir un certain nombre d'avantages et de plus-values. Par exemple, il sera plus facile de mettre en place des étapes en parallèle au lieu d'avoir uniquement des processus très séquentiels. Donc ça permet de réduire les délais de traitement. Un autre outil, un autre avantage à cet outil, ça va être de pouvoir sécuriser et fiabiliser les traitements. Par exemple, pour la saisie de données, on va pouvoir faire appel à des bases de données, à des référentiels pour fiabiliser et valider les valeurs qui seront saisies. Ainsi, ça permettra de diminuer le taux de rejet, le taux d'erreur grâce à ces outils. OK, donc on va se projeter un peu plus sur différents types de processus qu'on a vraiment jetés là pêle-mêle, à l'écran, donc on vous laisse en prendre connaissance.
Allez, je vais en prendre quelques au hasard. La demande d'achat, effectivement, le fait de pouvoir, la gestion des réclamations, un processus de signature électronique, parce que ça peut aussi entrer en jeu là-dedans, des choses qui concernent plutôt la logistique ou la distribution de courrier entrant, la validation d'un compte rendu de réunion. En fait, ce qu'on s'est dit ici, c'est qu'on voulait effectivement, prendre ces exemples et ensuite s'en servir pour illustrer différents niveaux de complexité, effectivement, d'un workflow. Et donc, on va pouvoir effectivement les reprendre et y revenir, par la suite. Parce que si on y réfléchit, le niveau zéro de la mise en œuvre d'un workflow, c'est un workflow en entreprise sans outils spécifiques. Alors sans outils spécifiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se baser sur les moyens de communication de l'entreprise, la communication, donc verbale, les discussions instantanées, sur Teams ou d'autres messageries, instantanées, des emails, bien sûr, ça c'est la base. Pourquoi pas, avoir une arborescence de fichiers partagés. Alors on peut se mettre un petit dossier, à traiter, puis un autre, traité et cetera. Tout ça effectivement, bah, donc vous arrivez à faire vos processus. Par contre, vous avez forcément identifié, des risques, heu, des, heu, des pertes d'informations. Donc les problèmes typiques qui résultent effectivement, bah, de la non-utilisation d'un outil, dédié, c'est la perte d'informations. Alors ça peut être soit effectivement une erreur de classement ou soit même une erreur de manipulation. On a tous, relâché trop tôt le bouton de la souris quand on faisait un glisser-déposer et donc derrière, c'est des tâches oubliées, des délais, incontrôlés forcément, donc des retards, qui résultent, de ces pertes et puis votre processus, comme jamais personne ne l'a codifié, ne l'a standardisé eh bien, on va s'apercevoir que pour des cas similaires eh bien, parfois, vous allez avoir telle personne qui va peut-être consulter, le juridique, d'autres, non. Donc on observe une variabilité du processus. Ensuite, quand on se base sur de telles actions, eh bien, on est bien incapable de montrer, et de reproduire de tracer toute la vie, du processus sur donc un objet métier, donné. Alors sur les mails, voilà, on va peut-être y arriver. Simplement, on sait que les mails, tout le monde ne fait pas la réponse, ou le reply all, hem et pas forcément d'ailleurs sur le même email. On sait que certains vont pouvoir archiver leurs emails, d'autres vont pouvoir les supprimer. Donc on sait qu'il y a une zone de risque et donc ce sont là les problèmes, typiques, de effectivement bah, avoir un processus d'entreprise sans, outils, dédiés. Maintenant, on va donc voir comment, eh bien, on peut, traiter un workflow avec, des outils dédiés. Et donc, on va se poser la question d'abord d'appréhender la complexité d'un processus. Alors, différentes questions qu'on peut se poser. Alors, déjà, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que le processus porte sur un document, sur un ensemble de documents, ou bien peut-être sur de la data pure? Ensuite, est-ce que on connaît le cheminement du processus? Est-ce que les intervenants sont connus? Ou bien est-ce qu'on sait que le processus va être variable, qu'à l'initiative des utilisateurs, eh bien, on va pouvoir l'orienter vers telle ou telle branche, peut-être faire des retours arrière, et cetera. Donc voilà, c'est se poser cette question. Le processus est-il est-ce qu'il peut être adressé dans une unique solution? Ou bien est-ce qu'il est peut-être transverse ou plus global à l'entreprise et peut-être en interaction avec plusieurs systèmes d'information? Ensuite, est-ce que, bah, vous voulez effectivement pousser assez loin, la logique de recherche d'efficacité? Et est-ce que ça se place est-ce que votre projet se situe dans une démarche globale d'amélioration continue? Donc ça veut dire, est-ce que c'est un projet d'entreprise, une stratégie d'entreprise d'améliorer, par exemple, sa qualité? On pense peut-être, au fait, effectivement, de pouvoir, répondre à des standards, de qualité en vue, voilà, bah, on sait que la finalité de ceci, c'est la satisfaction, des clients. C'est aussi un argument en marketing et de fait, un gage de qualité.
Donc voilà, est-ce que vous vous situez dans une telle démarche? Et enfin, quelles sont vos contraintes, en termes tant de budget que de, planning? Peut-être, Aymeric, pour rebondir sur la complexité, tu parlais des multi-systèmes d'information, tu parlais des intervenants. Qu'on constate au quotidien, c'est que le fait d'avoir des utilisateurs uniquement internes à l'entreprise ou bien d'ouvrir certains workflows, certains processus à l'extérieur, vis-à-vis de fournisseurs, par exemple, vis-à-vis d'entreprises partenaires, ça va également ajouter un autre niveau de complexité. Parce qu'on va très vite s'atteler à des thématiques de sécurité, d'accès aux données, à des thématiques également de formation, d'accompagnement au changement. Et donc, c'est également à prendre en compte dès le démarrage du projet. Mmh. Ouais, ouais, ce que tu dis me fait penser aussi, thématique aussi de quelle, interface utilisateur on offre Mmh. à ses externes et aussi est-ce que ma DSI, enfin voilà, comment créer les accès, comment gérer? Parce que derrière effectivement, on sait que si on a beaucoup d'intervenants extérieurs, il y a du turnover, donc il y a de la notion de créer les accès, les maintenir et cetera. Ouais, ouais, c'est des postes à identifier, tout à fait. Alors démarrons, déjà, on va démarrer par quelque chose de simple. Donc notre premier cas, c'est de se dire, on a besoin d'adresser une validation documentaire unitaire. C'est-à-dire, j'ai un document dans l'entreprise et il se trouve qu'effectivement, je souhaite le faire valider. Donc on parle là d'un processus qui serait à l'initiative d'un utilisateur et ou d'une utilisatrice et qui n'aurait pas eu besoin d'être effectivement prédéfini et prémodélisé. Donc on sait voilà, qu'il y a des solutions, effectivement, si on prend le cas d'une solution de GL Workflow, possibilité soit de effectivement adresser un message à des utilisateurs, mais là attention, on est dans le cadre d'une GED, on n'est pas dans un outil générique, on n'est pas dans une messagerie où on peut perdre des images. Tout ce qui se passe dans une GED est par nature tracé et historisé. Donc on peut soit solliciter effectivement ponctuellement une personne, ou soit possible aussi, certaines GED offrent la possibilité de démarrer des processus très simples. On peut parler parfois de processus ad hoc, qui, comme vous voyez à l'écran, par exemple, permettent d'enclencher une approbation, une prise de connaissance, donc soit en série, en parallèle. Donc ça, effectivement, c'est un outil simple et qui, là, vraiment offre une vraie validation, une validation numérique, avec pourquoi pas, ça peut même aller, pourquoi pas jusqu'à offrir une petite, des options qui sont appréciables, comme la gestion des échéances et des escalades. Qu'est-ce qui se passe si à J+2, j'ai pas de réponse? Est-ce que, voilà, la tâche passe avec le statut urgent? Est-ce qu'elle est escaladée à un supérieur hiérarchique, et cetera? Enfin, c'est appréciable, pour un outil qui, offre des fonctionnalités de workflow, qu'il puisse y avoir nativement une gestion des absences. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la question: «Ah, qu'est-ce qui se passe si un tel est absent?» Il faut qu'un administrateur aille récupérer la tâche pour la réassocier à quelqu'un. Il faut que ça soit natif et qu'en l'absence de quelqu'un, eh bien, la tâche soit automatiquement transférée, à une personne qui aura été, désignée. Alors, l'exemple typique de ça, c'est la validation d'un compte rendu de réunion. Donc, une personne qui, au cours d'une assemblée, au cours d'une réunion, rédige quelque chose, plutôt que, voilà, si c'est important et si on souhaite le tracer, plutôt que de le faire circuler par mail, on va venir effectivement soumettre sa rédaction, par exemple, à une personne, à son manager ou à sa manageuse. Et puis, quelque chose qui peut être très simple, pareil, faire signer un document pour lui ajouter une valeur juridique euh, avec une signature électronique. Donc ça passe effectivement par une solution tierce, enfin, donc une solution capable d'apporter effectivement ce degré de confiance. Mais pour autant, le processus est simple. J'ai un document, je souhaite le faire signer par la partie numéro 1, partie numéro 2, et puis voilà, il revient. On va augmenter un petit peu d'un cran avec cette fois-ci un processus donc, qui serait prédéfini, qui reste simple, qui cette fois est un processus récurrent. Donc, on a identifié dans l'entreprise que plusieurs personnes, de manière répétée, avaient besoin de réaliser telle action.
ce processus peut soit être basé sur, pareil, un document ou soit peut-être être métier, sur de la donnée. Et donc là, bah, je vais donner directement l'exemple. On pense à par exemple, une demande RH, demande de congé, demande de note de frais, distribuer du courrier entrant. Donc un courrier qui rentre, bah, je sais que je vais orienter vers telle personne, voilà, qui va peut-être accuser de réception de la chose. Donc là, sur un tel processus, effectivement, heu eh bien, il reste simple. Donc, c'est bien d'avoir la possibilité donc de modéliser ce processus. Donc, bonus aux solutions qui donc offrent un designer de workflow, un designer graphique. C'est quand même plus sympa que de coder des étapes, voilà, et qui offre aussi la possibilité de modéliser, donc de créer des formulaires. On va pouvoir eh bien, afficher les informations un peu comme on le souhaite, de manière ergonomique, voilà, de préférence. Enfin, il y a des petits outils qui permettent de dire, voilà, même si mon workflow est simple, je peux peut-être avoir une checklist, avec, eh bien, tout simplement, voilà, des cases à cocher qui me permettent de lister des actions. Donc ça va pas être, on va rester dans un processus simple. Néanmoins, on va pouvoir dire, par exemple, sur du onboarding, eh bien, voilà, la carte, pour la restauration, c'est délivré, le PC, c'est bon, l'accès parking, et cetera. Faire des petites choses, comme ça. Enfin, voilà, une solution, on sait que si on est là pour, valider et accomplir des tâches dans une solution dédiée, eh bien, tout le monde ne va pas ouvrir cette solution, chaque matin en arrivant au travail. Donc la notification email, paraît quelque chose de assez, indispensable. Alors souvent, on préférera plutôt la notification, la synthèse, journalière aux emails, synchrones, puisqu'on sait que les emails synchrones ont, enfin voilà, l'œil ou le cerveau, tente à les filtrer, voilà, s'il y en a trop. Hem, Typologie des processus 3, parmi celles, effectivement, la classification qu'on vous propose, avec Thierry, les processus, avancés, donc récurrents. On est toujours sur du récurrent, on est toujours sur du documentaire au métier. Cette fois-ci, il y a une complexité un peu plus grande dans la mesure où notre processus, il est variable, il demande de la flexibilité. Donc ça veut dire que dans le workflow, on va pouvoir venir, créer des branches conditionnelles, créer des boucles. Donc, on peut, tant que la validation n'est pas accordée, on va revenir peut-être, je pense à un processus qualité, par exemple. On va envoyer donc, le rédacteur va créer son document, on va l'envoyer à un vérificateur, puis à l'approbateur, et puis à chaque étape, ça peut éventuellement revenir en arrière, ou on peut éventuellement consulter, donc une personne autre dans l'entreprise. Donc ça, ce sont les renvois. Si jamais il y a une erreur pour X ou Y, raison, pouvoir transférer une tâche, pouvoir la déléguer. Et puis, donc on l'a dit, les branches conditionnelles, mais ça peut être aussi basé sur des règles et des tables de décision. L'intérêt des tables de décision, c'est que, c'est quelque chose qui est potentiellement paramétrable directement par, un power user, dans l'entreprise, et pas forcément par le service, informatique, en amont. Enfin, s'il y a des liens avec un ou plusieurs systèmes d'information, en général, c'est, un ou 2, hein, sur ce type de processus. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir, de pouvoir bénéficier de tableaux de bord. Donc, exemple concret, une demande d'achat, par exemple, la création et la validation d'un contrat. Donc ça, on sait qu'on va créer un contrat, que s'il relève de telle branche, s'il possède tel niveau de risque, s'il, dépasse tel montant, on va plutôt orienter, ça vers tel ou tel valideur. Il va y avoir on va plutôt, consulter le juridique, ou pas. La gestion d'un marché public avec, des étapes, souvent, codifiées, avec, assez longues, et puis la nécessité de rajouter, des pièces, en cours de processus. La rédaction d'une procédure qualité, j'en parlais, tout à l'heure. Lorsque le besoin, on était là sur de la flexibilité, de la variabilité, et la possibilité éventuellement de rajouter des pièces. Quand c'est vraiment le cœur de votre processus, c'est-à-dire que vous savez que votre processus, heu, il va devoir naviguer, enfin, il va pouvoir, naviguer entre vraiment différents acteurs dans la finalité de résoudre un cas. Donc effectivement, ce qui vient à l'esprit, c'est tout de suite les gestions de réclamation,
ou la gestion de dossiers sinistres, par exemple en assurance, où là, on sait que le processus, il peut être très long, il peut y avoir vraiment, vraiment beaucoup d'allers-retours avec la demande de pièces complémentaires. Donc, lorsqu'on est sur ce cas d'usage, donc un autre sens peut être adressé avec une solution de workflow, sachez qu'on trouve parfois la terminologie, on entend parfois la terminologie de case management, qui effectivement tend à insister sur cette dimension effectivement de flexibilité et de variabilité donc d'un workflow. Enfin, nous allons parler maintenant d'un processus d'entreprise global, donc toujours avancé, toujours récurrent, mais là, on est vraiment sur un projet d'entreprise. Projet d'entreprise qui vise à et qui s'inscrit sans doute dans une démarche d'amélioration continue. Donc là, le mot, effectivement, c'est on touche au BPM. Le BPM, Business Process Management, va permettre aussi de décrire un processus, mais qui va être beaucoup plus large et qui va être au-delà d'une seule solution. Et le premier outil de ça, c'est effectivement de pouvoir modéliser son processus via un designer et de réaliser, donc de répondre à la norme BPMN. Peut-être, Émeric, juste pour faire un zoom sur cette partie BPMN. Donc, c'est effectivement une norme mondiale de modélisation des processus métiers. Donc, elle va permettre de représenter sans ambiguïté le cheminement de ces différents workflows et processus. Donc, ça va décrire les acteurs, ça va permettre de décrire les flux de données, les événements. Tu évoquais la partie branchement conditionnel, donc ça permettra également de mettre en place des tests. Donc, on parlait des montants supérieurs à telle ou telle valeur, et donc ça faisait des bifurcations dans le processus. Donc, cette norme, c'est vraiment un langage commun qui permet d'être compréhensible à la fois par les utilisateurs de métier et par les personnes, les développeurs, les personnes du service informatique pour s'entendre sur l'objectif. Donc là, bon, on a pris effectivement une capture d'écran à l'écran. C'est vraiment, voilà, les designers graphiques BPMN sont assez reconnaissables facilement à l'œil. Et ils ont effectivement ce look and feel que vous voyez ici. Donc, puisqu'on est dans une démarche d'amélioration continue, de tels outils, de telles suites logicielles, eh bien, vont versionner le processus. Alors, on pouvait déjà le faire avant, mais c'est-à-dire dans la finalité de se dire, je vais améliorer. Donc, je vais essayer une V1, et puis je vais peut-être modifier quelques petites choses dans la V2 et voir si j'améliore ma qualité, si j'améliore mon efficience. On est effectivement dans une démarche BPM quand on est sur du multi-SI. Alors, si vous voulez, le workflow d'une GED, ça peut être une partie, donc ça peut être inclus dans une vue globale, effectivement, hein. Donc, c'est vraiment, on est là sur du plus global, avec des workflows qui vont peut-être être initiés par des événements externes, donc dans d'autres systèmes d'information, et puis qui vont offrir, donc au-delà des tableaux de bord qu'on a déjà mentionnés, vraiment des indicateurs clés d'amélioration et du monitoring en temps réel, puisque, je le redis, la finalité, c'est d'améliorer son processus. Donc là, on va être sur des choses plus complexes, si on prend en termes d'exemple, des notions de processus logistique, des notions d'assurance qualité, donc en lien avec une production. Par exemple, on peut penser à la gestion des non-conformités, des gestions de risque également, ou même des téléservices, donc qui sont des vues plus globales, effectivement, des processus. Tu avais des exemples, je crois, Thierry, sur ce qu'on entendait derrière ce terme. Bah, je pense que, au-delà des exemples, l'intérêt principal pardon, des suites BPM, ça va être aussi de pouvoir analyser et simuler en fait différents processus, différents workflows. Donc, par rapport à des indicateurs statistiques, ça va permettre d'optimiser, de simuler si on fait telle ou telle modification au niveau des étapes ou des acteurs, quels sont les impacts prévisionnels. Donc, c'est la principale différence sur cette partie suite BPM par rapport aux outils qu'on avait évoqués côté workflow, c'est cette vision vraiment transverse entreprise et des outils plus complexes, plus puissants, et donc qui ont du sens lorsqu'il y a beaucoup de volumétrie. Et on en reparlera juste après. Ok. On va effectivement pouvoir synthétiser ce qu'on s'est dit à travers une matrice.
Qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Faut pas effectivement, il faut la prendre pour, eh bien, plutôt, pour ce qu'elle dit, ponctuellement. Donc on a repris les 4 types, de processus, donc qui correspondent aux 4 lignes que vous voyez ici et on a retenu, alors il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais 5 critères principaux qui sont la fiabilité, la flexibilité, la traçabilité, le monitoring et enfin, heu, en gros, la complexité du projet, le temps de mise en œuvre et le budget. C'est pour ça qu'on a résumé ça en unités avec des jours hommes et des euros. Donc ce qu'on peut voir, on va peut-être analyser, plutôt colonne, par colonne. Effectivement, bon, on l'a vu que, sur la validation documentaire unitaire, puisqu'elle reposait malgré tout sur, des, fonctionnalités qui restaient à l'initiative d'utilisateurs ou d'utilisatrices, effectivement, il y a quelques, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des loupés par rapport à un processus qui serait déclenché automatiquement. Donc, c'est en ce sens que, par exemple, on a dégradé la fiabilité sur cette première hypothèse. Sur la flexibilité, eh bien, là, quand les utilisateurs ont toute latitude pour émettre et transmettre des processus simples, effectivement, ils ont la flexibilité maximale. Sur les cas de workflow avancés, même jusqu'au BPM, bien sûr, flexibilité maximale. Et puis, la deuxième hypothèse, effectivement, on était sur un processus simple prédéfini, où là, on a expliqué qu'effectivement, le chemin était simple avec les étapes figées. Et donc, bien sûr que là, on a une flexibilité intermédiaire et moindre. La traçabilité, euh, tout le monde au maximum. Pourquoi? Puisque là, on est dans un outil dédié. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit à votre initiative, que ce soit un workflow prédéfini, que ce soit effectivement le fait de solliciter telle ou telle personne, tout ça est tracé et donc est historisé. L'aspect monitoring, on va aller graduellement jusqu'au tableau de bord qu'on citait sur les processus avancés, donc variables et flexibles. Et puis, sur la partie l'approche BPM, on est bien sûr un cran au-dessus. Donc là, si vous voulez, c'est dans les autres processus, donc soit c'est absent, soit on va dire c'est une composante annexe. Dans l'approche BPM, c'est vraiment le cœur, voilà, le cœur du projet. Enfin, sur la rapidité et la facilité de mise en œuvre, là encore, une augmentation graduelle, avec toutefois une marche supplémentaire, là encore, sur l'approche BPM, par la complexité et l'aspect transverse du projet. On s'oriente donc vers la fin de cette présentation. On espère que nos explications ont été claires. Sachez que ce n'est pas le premier webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec la société Coexia. Si vous êtes en réflexion sur votre projet, il se peut que vous ayez assisté à ce présent webinaire, effectivement en ayant en tête un projet prochain où justement vous souhaitez faire appel à des solutions qui offrent des fonctionnalités de workflow. Si vous êtes dans cette démarche, vous serez peut-être intéressé par les 2 précédents webinaires que nous avons réalisés avec Coexia, qui effectivement traitent à la manière de bien rédiger votre cahier des charges pour qu'il soit bien d'une part structurant pour vous et d'autre part exploitable et compréhensible par les entités auxquelles vous allez les soumettre. Et enfin, comment adopter une démarche numérique éco-responsable pour un projet de GED Workflow. Donc tout ceci est accessible sur la chaîne Webikeo. Et maintenant, nous vous proposons donc de répondre à vos questions. On vous remercie dans tous les cas d'avoir assisté à ce webinaire. Et maintenant, avec Thierry, on va prendre le temps de regarder les questions qui auront pu nous être adressées. Thierry, je te répercute une question telle quelle. En l'occurrence, pouvez-vous donner une idée approximative de durée de réalisation d'un projet de workflow? Très bien. Alors, en fait, il y a beaucoup de critères et les durées sont très, très variables.
Ça va dépendre bien sûr du nombre de processus, de la complexité avec les liens vers le système d'information. Ça va dépendre également de la méthodologie projet, parce que sur ce type de projet informatique, eh ben, on peut partir sur des approches agiles ou sur des approches cycle en V, par exemple, et donc ça aura des impacts sur la durée de mise en œuvre. Sur les projets les plus simples, je pense qu'on peut partir sur un délai entre l'initialisation et la mise en œuvre des premiers processus workflow autour de 4 à 6 mois. Si on est dans une approche plus BPM transverse, avec également une phase d'analyse, d'optimisation et de perfectionnement peut-être des processus, on va plutôt être sur des projets qui vont durer à minima 1 année. Oui, c'est clair. Ok. Enfin, une autre question, et je crois que ce sera la dernière. Oui, quelle est l'autonomie des utilisateurs sur la création de workflow? Alors, tu as évoqué tout à l'heure les interfaces graphiques pour modéliser, on a parlé de la norme BPMN, donc c'est vrai que ça peut sembler simple. À l'usage, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il peut y avoir des impacts lorsqu'on laisse la main à un grand nombre d'utilisateurs pour faire des modifications, pour créer des nouvelles versions de workflow. Ce qu'on préconise, hein, ce qui semble, je pense, très bien fonctionner, c'est de permettre un binôme, c'est-à-dire d'avoir un représentant métier, d'avoir un représentant système informatique, qui vont pouvoir travailler ensemble pour justement évaluer les risques et puis mettre en œuvre les optimisations, les modifications de processus. Ok. Sachant que si dès le début, dans l'expression de besoin, il y a le fait que voilà, on souhaite laisser une flexibilité aux utilisateurs, il y a des moyens de faire que sans générer une nouvelle version de workflow, sans la compléter, on peut, par exemple, je parlais tout à l'heure des tables de décision ou des règles de décision, on peut mettre à disposition d'utilisateurs dans l'entreprise le fait de pouvoir assez simplement passer des conditions et donc à ces conditions associer un circuit de validation. Donc si ça a été exprimé et prévu en amont, ça peut être aussi une façon effectivement de laisser la main donc sur un contexte connu et discuté en amont à l'entreprise et aux utilisateurs. Je regarde et je crois que Thierry, c'est la dernière question qu'on nous a posée. Donc je reviens sur la slide finale. Et puis, ben voilà, il est temps donc de vous remercier d'avoir assisté avec nous à cette session sur la thématique de la modélisation des processus d'entreprise via des outils adéquats. À bientôt sur la chaîne de Hello Digital Office France. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt. Et Thierry, merci à toi. Et bonne Merci journée. Émeric, bonne journée. Au revoir.